Pour les cœurs isolés depuis longtemps apeurés, pour les perdus dans la nuit la plus noire, acceptez nos alliances et à notre combat prenez part. L'amour violet conquiert tout dans la lumière de son phare. Pas gonflé Mélo. C'est pas les vrais. Ouais, je sais. Mais avec moi ça rime. Voilà. De rien. Ce n'est cependant pas pour parler du corps des lanternes de l'amour que je vous accueille une nouvelle fois, chers auditeurs. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Une superbe occasion pour être à deux. Ou pour être dans la tolérance, l'amour de son prochain et... Mais non, je déconne. J'aime pas les gens. L'amour, c'est pas loin d'être de là. Alors la Mélo, c'est un code rouge. De quoi tu parles, toi? Le code rouge, c'est pour la monétisation. Non, ça c'est le code arcan. Mute! Code rouge activé. Code rouge activé. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai jamais programmé ce code rouge, moi. Mélo. Quoi encore? Code rouge activé. Tu ne peux plus me mute. Et la subtilité et le tact sont bannis de mon programme durant les prochaines minutes. Comme si la subtilité et le tact étaient de base dans... Silence. Tu as transgressé une règle de base dans ton propre code. Ben voyons. L'amour est une valeur universelle qui a plus fait ses preuves que la plupart des autres valeurs humaines. Elle a plus fait ses preuves que la plupart des lois et codes de civilisation. Et elle a également plus fait ses preuves que ta chaîne YouTube. Putain, et t'es dur, hein? L'amour est une force du vivant qui finit toujours par être retrouvée, c'est aussi inéluctable que le snap de Thanos. Bon, ok, si tu veux. Mais dans les récits et les fictions, il y a vraiment des fois où l'amour est un ramassis de vomis multicolores et dépourvu de la moindre âme. Tu confonds amour et romance. Bon, ok. Une correction. On va pas taper sur l'amour. On va décortiquer le mariage de la romance et des fictions dans la culture, ou plutôt dans la pop culture. Pour le meilleur et pour le pire. Bon, commençons déjà avec une définition. Dans le milieu littéraire, une romance peut être un genre à part entière, comme un simple élément de scénario. Vous avez le romance novel, d'origine britannique, qui est une histoire axée sur une ou plusieurs relations amoureuses. Et vous avez là ou les romances que l'on peut globalement trouver dans toute œuvre de fiction. Je vous souligne déjà un point important ici, romance et histoire d'amour, c'est étymologiquement deux choses différentes. L'amour en soi, c'est... Arc-en-ciel. Birgit à l'aide. Amour, sentiment vif qui pousse à aimer, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. Synonyme, affection. Merci. Vous voyez, l'amour, c'est pas toujours une romance. Des fois, l'amour, c'est fraternel aussi, ou platonique, ou amical. No. Romantic. Sexual love. No, I don't. For her. No. Oui, bon, je sais qu'en cette Saint-Valentin, le débat s'axe naturellement plus sur cette forme-là. Les bromances et récits de rôles parentaux sont ainsi tout autant des histoires d'amour, mais ce n'est pas... Romantic. Sexual. Donc, pourquoi je veux soulever cette question ? Parce que depuis un bon moment, j'ai compris qu'une romance mal écrite, et c'est tout le récit qui prend la mauvaise qualité dans la gueule. Le pire, c'est que, la plupart du temps, une mauvaise romance va venir amoindrir la qualité du récit, mais parfois tenir encore plus en haleine les suiveurs du dit récit. Je vous donne des exemples pour tout ça. Neo et Trinity, bonne romance. Pourquoi ? Parce que le lien entre les deux est ce qui fait que Neo, malgré son assimilation de la matrice et le fait qu'il y devienne progressivement un dieu omnipotent, garde en tête son objectif de base et souhaite plus que tout accomplir sa tâche. Trinity est son cœur de motivation. Pas de Trinity, pas de victoire finale. Pas de Trinity, Pas de palais. pas d'amour de lui-même qui lui aura permis de tenir mentalement jusqu'au bout. On est là sur un modèle assez classique du héros de guerre et de sa bien-aimée qui l'attend et cristallise tout ce pourquoi il se bat. MJ et Coucou. Peter Parker dans la trilogie de Raimi, mauvaise romance. C'est une honte. Révolte. Bah si, en fait, si.
Désolé de décevoir les puristes, mais cette MJ, incarnée par Kirsten Dunst, est soit mal écrite, soit voulue comme étant la parfaite crush. Déjà la gamine date un gars aussi violent que son beau-père, pas dingue, mais bon, soit. Il faut bien que jeunesse se fasse. Ensuite, la meuf percute qu'elle crush sur Peter, parce qu'il est Spider-Man. J'ai pas dit mal tourné, j'ai dit mal écrit. Ensuite, la gadji se farcit un homme de rang. Bon choix, ok. Mais elle utilise le fameux baiser de Spider-Man pour tester un truc. Vous savez pourquoi je souligne ça. Ensuite, à son mariage, elle se dit que finalement, c'est mieux d'aller voir le gars qu'elle aime depuis qu'il porte un costume de bobsleigh. Et ensuite, c'est la foire, parce que Spidey prend un peu trop la confiance et ose faire baiser Spider-Man à une autre. Sans commentaire, hein. Je vous ai eu. Et puis, ça part en sucette de partout. Et à la fin, ils s'aiment encore. Enfin non, apparemment 20 ans plus tard, ça va à nouveau mal, mais bon, ok. Soit elle est mal écrite, soit elle est voulue comme étant une grosse cruche. Pourquoi ? Parce qu'à part un petit enjeu de difficulté psychologique pour Spider-Man dans le 2, cette romance ne sert à rien, si ce n'est à rendre kitsch une adaptation de comics. Je veux dire, dans le 1, elle est H24 le sujet de motivation de Peter, parce que lui est amoureux d'elle, pas l'inverse. Dans le 2, elle sert à amener l'obstacle psychologique, et ça, c'est sympa. Mais dans le 3, rebelote sur les enjeux du 2, on retournait. On en est réduit à ça. Pour vaincre Spider-Man, il suffit d'aller voir sa meuf et de lui faire dire « je te quitte » et « gnu. Mais enfin, je m'égare. Ce que je veux dire, c'est que cette romance se veut symbolique de l'époque dans laquelle elle s'inscrit, avec à la mode des séries adolescentes traitant constamment des aléas des relations ambiguës de jeunes adultes en quête d'identité dans le nous. C'est une romance qui tient en haleine comme un drama, au sens péjoratif, pas au sens K-drama. De par cette appétence presque malsaine du spectateur pour les imbroglios à la con et la galère des gens empêtrés dedans. De temps en temps, pour effleurer la réalité vraie, d'accord. Mais la vie et les relations que l'on noue ne sont pas pétries à ce point de drama. Ou alors il s'agirait peut-être de consulter un thérapeute au lieu de s'y habituer. Insolente. Bref, exemple donc là d'une romance mal écrite. Autre romance bien écrite, Kirito et Asuna, dans Sword Art Online, première saison. Couple ô combien connu dans le milieu du manga, Kirito et Asuna c'est le symbole du couple cohérent, logique et bien foutu. Un gars solitaire parce que trop fort se retrouve à faire équipe avec une meuf plébiscitée et entourée parce que trop forte. Elle admire son courage, mais n'aime pas son isolement. Il admire son leadership, mais il n'aime pas les ordres. Et c'est l'amour qui va les faire s'allier et se trouver des ressources dans la complémentarité. Elle sublime sa force à lui en lui donnant des valeurs à défendre. Il sublime sa vaillance à elle en lui montrant que quand on est fort, il vaut mieux parfois foncer seul en avant-garde. Et puis, cette part du récit qui vient montrer aussi l'importance pour le mental humain d'avoir un nid fixe, un cocon de dopamine où se reposer parfois. Vraiment très joli. Ou encore ces scènes de duo ultra synchronisées qui viennent les mettre sur un pied d'égalité. La romance ici fait le fil rouge du développement des personnages. Sans celle-ci, la course au game over n'aurait eu qu'une saveur de neketsu bas de gamme. Et la mauvaise romance qui vient y faire le parallèle, c'est Kirito et Asuna, mais après ça. Comment ? Justement parce qu'il y en a plus. Le gars a traversé 1001 épreuves pour aller la sauver alors qu'un gros malade l'avait faite prisonnière de façon sordide. Cliché à fond, mais soit. Il réussit. Donc on peut se dire, maintenant il va être une crème avec elle pour profiter enfin et pleinement de la vie à deux qu'il s'était fait miroiter. Mais non. Kiku Jap, harem, ma gueule. Voilà, rien à ajouter. Toute l'âme du récit Sword Art Online souillée et détruite en ce simple choix d'apparence secondaire. Bravo les gars. Exemple plus controversé. Harley Quinn et Poison Ivy. La polémique sur Pat. Partisan de la Harley Spé Monsieur G d'un côté, partisan du progressisme de l'autre. Personnellement, je suis ici partisan de l'avancée du récit. Si Harley Quinn était une femme bien mais un peu disjonctée que le Joker a définitivement corrompu et amené sous son aile, de base, j'appelle pas ça une romance en fait. Mais on l'a toujours connu comme ça. Ouais, c'est bien, mais avant de connaître ta mère, t'as pas été le premier à visiter ça. Miaou. Et devine quoi, tu seras pas non plus le dernier. Miaou. Heureusement que les choses évoluent en fait. Ça aussi, c'est la réalité du monde. Alors qu'au bout de plusieurs décennies,
On nous serve une Harley à bout de nerfs d'être maltraitée et mal aimée, préférant tourner le dos au Joker et au passage se découvrir une bisexualité déjà pas mal assumée avant ça, avec la célèbre méchante écologiste, ça c'est bien écrit de base, et force est de constater que c'est également bien écrit dans le fond et la forme. Ça sert à développer le personnage d'Harley lui-même, ça sert à mettre en avant le féminisme et fin du tabou de l'homosexualité sans, pour une fois, en faire des caisses pour rien de concret et cohérent. Et c'est ce qu'on attend d'une œuvre écrite. Ouais, mais c'est de la propagande. Ta gueule bordel de merde. Birgit. C'est le mode code rouge mélo. Ben voyons. Bon, je suppose que ça va être à moi de pondérer. Outil de propagande donc. Mon cul pour le coup. Pourquoi mon cul ? Mon cul ? C'est très simple. La propagande est, définition littérale, le fait d'exercer une action sur l'opinion pour l'amener à avoir et à appuyer certaines idées. Et devine quoi, Jean-Eudes ? Toute œuvre écrite de qualité fait ça. C'est pas vrai, y a que Disney qui font ça depuis... Matrix fait de la propagande pro-écolo et anti-progrès. Bah oui, trop de progrès technologique, ça amène à créer des machines qui nous supplantent apparemment. Le Seigneur des Anneaux est une propagande pro-fédéralisme. Batman, c'est une propagande pro-autoritarisme. Ah bah oui, ce qui sauve la vision de l'héroïsme qu'on a de Batman, c'est le fait qu'il soit seul et ne tape que du méchant, hein. Mais de fait, il a des caméras dans toute la ville, voire au-delà. De fait, il rosse les criminels sans jugement. De fait, il a des plans de neutralisation contre toute la Justice League, au cas où. Bah ouais. Et puis Rocky, c'est de la propagande pro-américaine aussi. Assassin's Creed, c'est pro-anarchie. Je pourrais continuer longtemps comme ça, mais je prépare déjà une vidéo sur ces sujets. Ce que je veux dire, c'est que politique et art, c'est pas dissociable. Et à mon sens, le problème n'est pas la politique dans l'œuvre. Le problème, c'est la qualité du récit qui se fait autour. Harley Quinn et Poison Ivy, c'est bien écrit et cohérent. Donc, c'est un bon exemple de féminisme légitime bien mené. Voilà, c'est tout. Vous pouvez ne pas trouver ça réaliste, pourquoi pas, mais vous ne pouvez pas trouver ça débile ou inutile au récit, puisque justement, ça sert le récit qui est ici de qualité. Encore un exemple de romance homosexuelle de qualité. Phastos, dans Les Éternels. Alors là, vous allez me dire... Ben, ça sert pas le récit, donc on s'en fout. Et je répondrai, justement, ça ne sert pas le récit. Ça ne s'y substitue pas. Ça ne le parasite pas. Donc ça participe juste à banaliser et normaliser l'homosexualité, sans plus de discours ou de tentatives de convaincre le monde entier que ça c'est le progrès, blablabla. Non, être homo c'est pas plus exceptionnel que d'être hétéro, c'est juste statistiquement plus rare, mais waouh, sur 10-12 personnages importants, il y en a un qui est homo, et qui le vit paisiblement dans son coin sans casser les couilles à tout le monde au sujet de sa relation. C'est-à-dire comme toute personne mentalement saine qui a compris qu'un couple ça inclut uniquement les personnes concernées. C'est une double leçon ici donnée aux spectateurs. 1. Les homos existent, et plus on rencontre de gens, plus la probabilité de croiser quelqu'un à la sexualité atypique augmente. 2. Et ce qui est valable ici pour Phastos n'est pas valable parce que sa romance est gay, c'est valable pour toutes les romances. Si une romance est normale, j'entends normal ici au sens paisible, sans embûche, à cet instant de l'histoire, sans impact sur le récit, alors on s'en cogne. On n'a pas besoin de détails. Pourquoi étaler une intimité de personnages même fictifs? Et puis que dire, par exemple, de cette mode actuellement absolue de ce que l'on appelle sobrement les K-dramas. Alors attention, ici je ne critique pas les goûts de celles et ceux qui aiment ces œuvres-là. C'est pas la question. En revanche, je pense qu'il est temps qu'on dise les termes. Les K-dramas, ça s'adresse aux sud-coréennes, aux sud-coréens peut-être, pourquoi pas, en quête d'espoir que la grosse proportion de misogynes de chez elles se mettent enfin un peu à leur place et être un peu plus intéressés à leurs sentiments et préoccupations. Vous trouvez ça mielleux que je dise ça? Attendez, parce que... j'ai pas fini mon affirmation en fait. Vous n'en avez pas fini avec nous? La Corée du Sud n'est pas particulièrement connue pour son appétence à la présence d'étrangers dans ses rues. Mais donc, je vous invite à imaginer la tête que ferait une Coréenne adoratrice de K-drama devant un homme sincèrement romantique, venu de France ou d'Italie. Mais elle nous fait une syncope, la madame. Après, on ne peut pas dire qu'elle rencontrerait facilement un homme romantique. Certes. Oui, certes. Enfin, je pense que cette probabilité est la même que là-bas, pour le coup. Mais ce que j'entends par là, c'est que le romantisme à l'européenne et le romantisme version K-drama... Ah, c'est pas le même délire, hein. Mais pourquoi j'évoque ça? Eh bien, parce que je pense que, ici en Occident, les K-dramas véhiculent un modèle de vision des relations amoureuses hommes-femmes
qui n'ont que très peu de cohérence pour nous et notre culture. Ça ne colle pas. On n'est pas sur le même degré de révérence au sens global. On n'est pas sur le même degré de manque de considération masculin au quotidien, n'en déplaise à certaines. Il faudrait qu'on commence à me considérer en tant que tel. On n'est pas non plus cependant au même degré de respect basique de l'homme à la femme, n'en déplaise à certains. Et donc, au final, les morales et conclusions de récit de ces œuvres qui peuvent être très touchantes, je n'en doute pas, ne sont pas du tout réalistes. Ce qui n'est pas forcément dérangeant dans l'absolu, ni cohérente, ce qui est ici plus problématique. Je m'explique. Souvent, dans un drama, on nous sert un triangle amoureux. Une femme sensible et en proie à plein de dilemmes personnels dans sa carrière et sa famille notamment, devant, soit directement soit indirectement au fil du récit, choisir entre un homme ou un autre. Et très souvent, les différences entre les deux hommes sont drastiques. L'un est très romantique, libertariste, sensible, mais, et c'est très important à préciser, viril à sa manière ou de façon plus traditionnelle, et l'autre est plus pragmatique, plus matérialiste, un peu froid au premier abord, presque robotique, mais plus mélancolique aussi. Croyez-le ou non, mais l'important ici n'est pas le choix final qui est le plus souvent fait par la protagoniste, parce que la réalité, c'est que ce serait probablement proche des 50-50. Et que ce qu'il y a de si touchant, c'est qu'en général le choix dépend du profil personnel de celle qui le fait. Riez, mais en Occident on a clairement perdu cette logique. Non, ici mon propos concerne les descriptifs d'hommes que j'ai fait juste avant. En Occident, vous ne trouverez que rarement des hommes qui auront su préserver leur virilité malgré une ouverture à leur sensibilité. Il y en a, attention, j'ai pas dit le contraire, mais commencez pas à venir vous vanter d'en être en commentaire. Le premier mec baraque qui vous fait un bout dans la rue vous met la crotte au cul. Et inversement, il sera tout aussi rare de trouver des mecs pragmatiques, sincèrement froids au premier abord et mélancoliques assumés. Parce qu'en Occident, un mec froid, c'est soit un mec bien qui esquive les relations amoureuses par considération pour la personne qui aurait à supporter ses problèmes non réglés, soit un enfoiré qui a décidé que comme il a été maltraité, il allait maltraiter à son tour. Un gamin immature, quoi. Ah, maintenant que je vous remets ça en perspective, ça vous parle beaucoup plus, hein. Bah oui, justement, mais il est là le problème de la montée de popularité des K-dramas en Occident. Le problème, c'est pas que ce soit une autre culture. Au contraire, c'est bien de s'ouvrir aux autres visions du monde. Certains devraient se rappeler de ça avant de jouer les juges et va-t-en-guerre en ce moment d'ailleurs. Non, le vrai problème, c'est que les spectateurs, plus souvent spectatrices, émotionnellement touchés par l'œuvre ici appréciée, vont inconsciemment intérioriser que, par exemple, un mec qui les bully ou du moins ne les traite pas avec respect au premier abord, sera un mec en réalité sensible qu'il s'agit de réconforter et remettre en confiance. Comment dire ? En fait, non, bien sûr ça peut arriver, mais un homme occidental n'a pas le même vécu et le même quotidien qu'un homme vivant en Asie. Donc les motivations pour un même comportement ne sont pas les mêmes. Mesdames, si un homme ne vous traite pas bien ici, vous pouvez essayer de le comprendre et de le pardonner, bien sûr. Mais ne commencez pas à croire qu'il est juste froid par nature et qu'il cache quelque chose de mieux en dessous. Non. La courtoisie à la française, par exemple, ce n'est certes plus d'actualité, mais c'est pas pour rien qu'elle a existé. Même quand on a une vision viriliste et chevaleresque de la masculinité, la froideur et l'irrespect n'en font pas partie. Je pourrais même dire que les hommes des K-dramas et les hommes coréens réels sont tout aussi différents. Mais ça, je peux pas en juger même a priori, puisque je n'y vis pas. Ouh, j'ai un peu digressé. Birgit, un coup de main ? Tu as évoqué la différence entre histoire d'amour et romance, tu as donné à la volée tes exemples de bonnes et mauvaises romances, tu as évoqué les polémiques autour des questions LGBT de par ces romances, et tu finissais d'évoquer ici le cas des dramas coréens. Oui. Et comment ne pas enchaîner, quitte à parler de perdition totale de la réalité dans ces œuvres, au point d'en être dommageable, sur les œuvres axées sur la romance concernées et qui, pire encore que de les parasiter donc, les rend totalement impertinentes jusqu'à la racine. Je pense ici à des œuvres comme Twilight, 50 Shades ou encore à pas mal de mangas catégorisés shoujo, mais qui se trouvent une fanbase plus masculine que féminine à l'heure actuelle. Je perdrai pas mon temps à les nommer, hein. Par contre, allez donc juste scroller sur Insta et sur TikTok après avoir liké quelques comptes liés au manga, et vous allez pouvoir vous-même constater la pléthore d'adorateurs de romances kawaii qui se demandent encore pourquoi leur personnalité ne transcende ni ne charme la moindre dame lorsqu'ils sont hétéros. Je trouve
et oui, c'est mon avis très personnel, je le répète, que ces œuvres font du mal à la vision des relations amoureuses en Occident. Je précise en Occident ici, parce qu'en Orient, ou dans l'hémisphère sud, ils mangent clairement pas de ce pain culturel-là la plupart du temps à skip. Serpent, je mange pas de ce pain-là. Le faux dilemme de la célèbre Kristen Stewart qui doit choisir entre Edward le vampire et Jacob le lycanthrope, ou encore les difficiles péripéties de Dakota Johnson aux côtés du très subtil et surtout très détraqué Christian Grey. Les psychologues, ça existe. Et donc, je dois pas avoir non plus des masses besoin de décrire les nombreux shoujo animés adorés de certains otaku boys où la protagoniste est en général une gamine, oui, mentalement dominatrice sur le protagoniste qui, soyons sérieux, n'a souvent pas beaucoup de personnalité affirmée. Le point commun entre toutes ces œuvres, c'est la glorification du toxique. Oui, j'ose le dire, oui. Un triangle amoureux avec un mec qui est à tes pieds et te traite comme une reine alors qu'il pourrait te bouffer, et un mec dont la seule qualité c'est d'avoir des pecs et pas de respect, c'est juste glorifier le fait de mettre en concurrence un homme viril mais chevalier dans l'âme avec un connard qui ne te respectera pas plus qu'il ne respecte le reste du monde. La fameuse mode du bad boy romantique et des dark romances là. Je suis assez réducteur ici, car c'est ce qui m'a marqué dans le peu que l'on m'a forcé à voir de ces œuvres écrites par, précisons-le, une trentenaire américaine mormone en manque de sensations fortes à force de passer sa vie à respecter quotidiennement un code religieux et une morale ultra stricte, jusque dans son parcours scolaire. Je ne peux pas ne pas voir dans le peu que je me souviens de mes désagréables heures devant Twilight, une vision non pas du monde, mais ultra réductrice des fantasmes interdits d'une américaine archi-puritaine. Et je ne savais rien de l'autrice des livres avant de voir ces films. Libre à vous sans honte d'apprécier ces œuvres, hein, attention. Mais à mon sens, ces romans sont médiocres et même dommageables à la société, donc. 50 Shades, je m'étalerai pas. Vous trouverez sur YouTube bien assez de détracteurs et de défenseurs de cette œuvre qui auront évoqué tous les points que j'aurais pu aborder ici. Je dirais simplement que ce que je trouve archi malsain dans cette œuvre, c'est la glorification des traumas. Non, c'est pas sexy et touchant qu'un enfant ait été abusé par une femme de sa famille et ait fait naître en lui des penchants charnels sadomasochistes et dominateurs. Et non, c'est pas romantique de payer même indirectement pour obtenir soumission. Dans une réalité saine, Christian Grey n'est pas obligé de renoncer à ses tendances sexuelles, mais par contre c'est paradoxalement pas du luxe de consulter un bon psy au lieu de convaincre une femme visiblement pas super lucide elle non plus, de se soumettre à ses penchants contre le fait de claquer sa thune pour elle. La glorification du michetonnage et de l'objectivation du corps de la femme. Et pour ces shoujo animés, si cette vidéo est beaucoup vue, je risque d'avoir une déferlante en commentaire. Mais franchement, je m'en balance. Là, ce que je vais dire, il va falloir le dire. Une gamine, même de 15 ans, n'est pas censée provoquer votre fascination juste parce qu'elle miaule. Bande de détraqués. Ici aussi, un psy, ce serait pas du luxe quand cette fascination tourne à l'obsession et à la production en masse de reels diffusés tout aussi massivement à d'autres mecs de 15-30 ans, soit en recherche d'affirmation romantique, soit en besoin thérapeutique déjà de base. Et d'avance, ne me servez pas la carte du mépris comme si je m'inquiétais d'une menace pédophile inexistante. La pédophilie n'a jamais autant sévi et été impunie, et même défendue par déni ou complicité dans les sphères privées qu'à l'heure actuelle. Il y a 50 ans, c'était souvent impuni, mais ça commençait déjà à être de plus en plus mal vu et dénoncé. Il y a 20 ans, on entamait une vaste purge des textes de loi pour commencer à combattre pleinement ce fléau. Il y a encore 10 ans, on s'amusait à confronter le pape lui-même sur la question pour qu'il arrête de protéger toute une caste de ses dérives reconnues. Mais aujourd'hui, une abrutie a fait passer un texte de loi qualifiant en délit et non plus en crime le fait de taper de la mineure. Aujourd'hui, les affaires de crimes pédophiles organisés qui sortent sont invisibilisées au possible par une caste médiatique clairement impliquée. Aujourd'hui, on laisse tranquillement des œuvres même de pop culture donc sexualiser des gamines non plus seulement en apparence mais aussi au sein même du récit. Et on laisse des adolescents, voire jeunes hommes, exprimer leur absolue fascination pour ça sur les réseaux sans essayer au moins de véhiculer une forme de prévention contre ça et contre ce qui peut en découler avec le temps. Alors, je vais ici la rappeler pour tout le monde histoire que ce soit dit, non, la pédophilie c'est pas romantique. Non, la pédophilie c'est pas légal, même si la jeune fille est mignonne et aguicheuse. Alors mettez-vous en question tant que c'est pas encore grave les gars, parce que si la société, les médias et les groupes fermés de politiciens vous dédramatisent la chose, ça ne veut pas pour autant dire que c'est pas grave, et n'allez surtout pas croire que vous serez personnellement protégé en cas de dérapage.
La loi, elle ne défend à coup sûr que ceux qui l'ont faite. C'est tellement positif tout ça mélo en cette Saint-Valentin. Tu comprends mieux pourquoi j'étais pas chaud? Oui, mais l'amour reste une grande valeur. Ce qu'en font de mal certaines personnes ne doit pas affecter la valeur de la chose en soi. C'est profond, ça. Mais concrètement? Eh bien concrètement tu as su lister des œuvres dont les romances étaient qualitatives. C'est sur ça qu'il faut s'appuyer pour façonner l'avenir, sur ce qui fonctionne bien et fait le bien. C'est vrai. Que déduire de la qualité de ces romances qui arrachent une larme même au cœur les plus asséchés? Premièrement, dans une œuvre dont la romance n'est pas le fil rouge, la dite romance doit apporter quelque chose de constructif à l'œuvre pour préserver sa qualité. Secondement, la politique n'est pas dissociable de l'art. On ne pourra jamais empêcher des énervés de se plaindre de propagande dès qu'ils voient une démonstration de ce qui ne correspond pas à leur propre vie ou vision des choses. Cependant, politiser d'entrée une romance dans l'œuvre à laquelle elle appartient est totalement contre-productif. Le mieux est et sera toujours de la normaliser, puisque c'est ce qu'on souhaite qu'elle ait comme effet dans le monde réel. Troisièmement, une romance provenant d'une autre culture peut être intéressante en soi, mais il s'agit tout de même de garder à l'esprit que qui dit autre culture, dit autre vision et donc autre réalité dont témoigner. Et enfin, dernièrement, mais pas des moindres, cesser de faire passer de l'immoralité et de la criminalité subtile pour quelque chose de romantique. La tolérance et le pardon sont effectivement des valeurs découlant de l'amour, mais l'amour n'est pas en soi une solution pour régler ses problèmes personnels. Quand on aime quelqu'un, on cherche à lui procurer du bienfait, à le ou la protéger ou préserver. On ne la coule pas avec soi dans nos problèmes. Que déduire par-delà ces points du rôle de la romance dans une œuvre? Eh bien, je dirais ceci. Une romance est ce qui vient ajouter la valeur amour et épanouissement relationnel dans un récit. Ça peut permettre d'humaniser, d'amener d'autres valeurs telles que le courage ou la chevalerie sur le tapis. Ça peut aussi permettre d'apporter une nuance morale à un dilemme puisque, par amour, on peut être amené à choisir de faire plus facilement le bien ou le mal dans une situation donnée. La romance a vraiment sa place dans tout le récit. Le tout est que cette place lui soit faite de prime abord, et non qu'on l'y greffe par un intérêt extérieur, soit économique, soit politique. Pour résumer, parlez-nous d'amour, oui, ça fait du bien, ça rend espoir, ça met du baume au cœur à qui en manque, ça fait du bien à l'âme. Mais si vous n'avez rien d'intéressant à raconter sur ce plan, alors abstenez-vous plutôt que de dénaturer l'essence même de cette valeur, c'est-à-dire la considération désintéressée pour autrui. Si vous n'avez rien à raconter, bref. J'espère que l'exploration en tout bien tout honneur de ce profond sujet vous aura plu. N'hésitez pas à participer au débat avec courtoisie et tolérance intellectuelle, merci, en commentaire. Si j'entends un mot plus haut que l'autre ou des insultes passives, je vous envoie les molosses Gérald et Sandrine. Et n'oubliez bien sûr et toujours pas que ça reste toujours d'après moi.